Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Tout de suite au sommaire de ce mardi 23 juillet. Pas de répit pour la Jeune Chambre économique qui a organisé en début de mois de juillet une nouvelle session Business Time au musée d'anthropologie autour du monde de la mode. Le Passeport Culture propose aux jeunes de 11 à 25 ans de nombreuses activités tout au long de l'été, focus sur deux d'entre elles. Les concerts du Palais Princier fêtent cette année leur 60e saison, retour sur le dernier en date. Et en fin d'édition, notre Focus Info du jour nous amènera sur le sanctuaire Pélagos à la recherche de baleines et mammifères marins. Dans le cadre de ces sessions Business Time, la Jeune Chambre économique de Monaco a organisé son second événement de la saison, axé cette fois sur la mode. Le reportage de Benjamin Bellet. C'est dans le plus vieux musée de la Principauté, le musée d'anthropologie, que se déroule ce Business Time. Un lieu feutré, enchanteur, en parfaite adéquation avec le thème du jour, la mode à Monaco, symbole de prestige et d'élégance. La mode à Monaco est importante et elle prend de plus en plus d'importance. J'ai notamment à l'idée l'ouverture de One Monte Carlo qui va vraiment doper le secteur de la mode à Monaco, l'image bien sûr de la famille princière et notamment des princesses qui sont très investies dans ce milieu-là aussi. Et c'était un sujet qu'on n'avait pas traité les années auparavant, donc on était ravis de le mettre en avant. Pour l'occasion, la JCEM réunit 4 intervenants locaux lors d'une conférence. Le but, présenter leur parcours en lien avec la mode et Monaco, une principauté synonyme d'élégance dans le monde entier. Monaco et la mode, il y a vraiment beaucoup de liens. Alors déjà Monaco, c'est glamour Monaco. Elle a une image de luxe, c'est vraiment elle-même une marque Monaco. Et donc la mode c'est très important pour Monaco et elle est bien représentée par tout ce qui est à Monaco. Un défilé présentant les créations de 5 marques monégasques permet de constater que le Made in Monaco se développe. À l'instar de Banana Moon, des dizaines d'enseignes sont domiciliées sur le rocher. La principauté inspire les créateurs, elle les soutient également dans leur démarche d'entreprendre. J'aime l'état d'esprit de Monaco, les rayures, l'histoire de Monaco, Monacoville. J'ai créé toutes les collections à Monacoville. Mon grand-père était un peintre à Monaco, il a vécu 14 ans ici et je pense que la principauté est un petit endroit très important. Monaco est une place où l'entrepreneuriat, j'ai remarqué, et où les passions et où l'être est primé. Et ils sont là pour aider les jeunes à réaliser leurs rêves et les poussent vraiment à leur donner des bases et des fondations qui leur permettent de s'exprimer pleinement, qui leur permettent de pouvoir promouvoir et communiquer à travers des sujets ou des associations, par exemple comme la Jeune Chambre économique de Monaco. Entre l'implantation de grandes enseignes internationales, la Fashion Week et des créateurs toujours plus nombreux, Monaco confirme sa place forte dans le monde de la mode. Comme chaque année, le Passeport Culture fait son retour en principauté durant l'été. Accessible aux jeunes de 11 à 25 ans, il leur permet de s'essayer à plusieurs activités durant cette période estivale. Benjamin Bellet. Aujourd'hui, ils sont une petite dizaine à venir s'essayer au Sorenji Kempo dans le cadre du Passeport Culture. Un art martial originaire du Japon où l'objectif n'est pas de gagner mais de ne pas perdre. Derrière cette discipline de self-défense se cache une dimension mentale intéressante pour les jeunes pratiquants. Les doigts dans les yeux, on n'est pas obligé de lui mettre un bourre-pif. Après il y a du sang partout, c'est pas bien. Il y a en plus une dimension un petit peu plus philosophique, Asie oblige, qui permet d'appliquer les grands principes, y compris dans la vie quotidienne, notamment la détermination, la confiance en soi, etc. Ça marche aussi bien face à un directeur ou face à un professeur. Durant la semaine, les néophytes apprennent à réaliser des réponses graduées face à différents types d'attaques. Ils sont très réceptifs à cette philosophie. Le but, c'est pas de faire plus compliqué, le but, c'est de s'en aller. Alors du coup, faut aller vite. Et c'est ça qui me plaît. 2 salles, 2 ambiances. Car oui, le Passeport Culture, c'est ça, un large choix de 24 disciplines sportives allant de la boxe style au squash en passant par la spéléologie. Ici, les jeunes s'essaient aux arts du cirque avec toujours la volonté d'associer la pratique physique et la découverte de soi. L'animation de cirque, c'est fait que les enfants se cherchent. Pour moi, c'est une évolution pour se trouver soi-même. Il y a les talents dans chacun de nous et pour trouver son talent, c'est ça qu'on fait dans le cirque. Les enfants ont une semaine pour réaliser un spectacle. Pour cela, ils enchaînent les sauts périlleux et les ateliers avec toujours autant de plaisir. J'aime bien faire les acrobaties, les spectacles, jongler. Ça te donne envie de t'inscrire dans un club pour faire du cirque l'année prochaine ? Oui.
Organisé par la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le passeport culture est un bon moyen de découvrir certaines disciplines pendant 1 ou 2 mois, avant de pourquoi pas s'y inscrire à la rentrée. Plusieurs voitures de collection s'étaient retrouvées en principauté le week-end dernier après un périple de plusieurs kilomètres. L'organisateur de cet événement, Jean-Louis Chêne, vous présente le parcours. Il est au micro de Vanessa Dessy. L'événement donc est le Kyriat Tour. Nous sommes partis mardi matin de Laon, ancienne capitale de France, où il y a aussi un très beau château de la famille Grimaldi sur place. Et nous sommes descendus jusqu'à Monaco. Voilà, pour faire cette arrivée ici au Cirque d'hiver, en passant donc par les routes du vin, bien sûr, de Beaune, de Lyon, d'Avignon, par les Baux-de-Provence aussi, et Nice et Monaco. Ce sont des autos qui sont assez éclectiques. Donc on part d'une Alpine berlinette avec un pilote renommé dans notre région qui a fait des rallyes. Bien sûr, on a aussi des amis qui sont venus donc avec une Sunbeam Alpine exactement la même que la Princesse Grace de Monaco. Donc c'était un symbole aussi de venir jusqu'ici. Nous avons une très belle Morgane, Aston Martin, Ford Mustang sur la French Riviera. Voilà, un petit peu tout ce genre de voitures qui sont capables aussi de faire 2500 km en pas 2 semaines, quoi. Pour la 60e saison, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo s'installe pour l'été dans la cour d'honneur du Palais Princier. Retour sur le concert de dimanche dernier avec au programme Dvorak et Mozart, le récit de José Sacré. Près d'une heure avant le concert, les spectateurs mélomanes se pressent lentement vers la cour d'honneur du Palais Princier, là où l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dans le cadre du 60e anniversaire des concerts du Palais Princier, va donner son 2e concert de l'été. Nous venons chaque été avec mes amis, 1 ou 2 fois par été, depuis environ 15 ans, 20 ans. Ah bon, depuis 20 ans? Oui, environ. C'est extraordinaire. Oui. Et qu'est-ce que vous trouvez d'exceptionnel à ces concerts? C'est le cadre. Oui. C'est vraiment magnifique. Tous les ans, nous venons au concert du Palais Princier parce que c'est un peu magique. Tout le monde est très bien habillé. On a d'excellents musiciens, solistes, etc. C'est assez exceptionnel comme genre de soirée. Le cadre est assez idyllique aussi, donc voilà. Je me souviens, oui, particulièrement du dernier concert du chef, Yakov Kreuzberg, qui avait donné ce concert magnifique en étant malade et en sachant que la fin était proche. Et je pense que tout le public le sentait, que ça avait été un moment particulièrement émouvant et je pense souvent à lui dans ce contexte. C'est toujours un honneur de venir ici au Palais, invité par le prince, dans sa demeure à la fois officielle et sa demeure privée. Et c'est toujours assez impressionnant, je dirais, quand on entre dans la cour d'honneur, de voir ce lieu historique accueillir des concerts. Et c'est vrai qu'il y a une atmosphère qui n'existe nulle part ailleurs, je pense. Et c'est pour cela que ce soit pour les musiciens de l'orchestre ou pour le public, il y a vraiment un intérêt particulier à être ici au Palais. Au programme de ce concert, le concerto pour violon et orchestre opus 53 d'Antonín Dvořák par le violoniste tchèque Josef Spacek. Josef Spacek est considéré comme l'un des meilleurs jeunes violonistes d'aujourd'hui. Il est lauréat de grands concours internationaux et il joue ce soir le Guarneri del Gesù 1732, un violon magique. Je peux dire quand même que c'est un merveilleux violoniste qui a un violon merveilleux. Il le fait bien sonner de toute manière. Un superbe Guarnerius del Gesù qui sonne comme une... On s'est tous dit, ça a d'ailleurs été c'est un souvenir extraordinaire, on s'est tous dit, mais il y a une amplification pour ce violon, tellement le son porte, et c'est merveilleux. Et il joue magnifiquement bien. C'est une très très belle découverte pour nous. Deuxième œuvre au programme du concert, la symphonie numéro 38, Prague de Mozart, dirigée bien sûr par Thomas Netopil.
Nous quittons le rocher pour prendre la mer à la recherche de cétacés et de mammifères marins dans le sanctuaire Pélagos. Fabien Bonilla et Thomas Deus sont allés faire ce que l'on appelle du whale watching. C'est votre focus info du jour. Le whale watching, que l'on peut traduire par l'observation des baleines. C'est une forme de tourisme qui a pour but d'observer les cétacés dans leur milieu naturel. Eh bien, il est possible de pratiquer le whale watching dans la région, comme ici, avec un départ par exemple de Beaulieu dans le Papeete 2, une vedette de 12 mètres. À son bord, deux amis, le capitaine Antoine Drochon et David Gamba du Yacht Club de Monaco. Ils ont pour mission aujourd'hui d'accompagner Olivier Brunel, le chef du service aquarium du musée océanographique de Monaco. Olivier a emmené avec lui une équipe de tournage de la chaîne Ushuaïa TV à la recherche de mammifères marins. Et cela tombe bien, la zone où nous nous trouvons est appelée le sanctuaire Pélagos, un triangle entre le sud-est de la France, Monaco et l'Italie, une mine d'or dans ce domaine. On a des baleines, surprise, on a des cachalots incroyables, des dauphins. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi? On va avoir une raie gigantesque qui fait 5 mètres d'envergure qui s'appelle la raie mobula, des tortues, surprise, 3 espèces en plus, des requins. Ouh, attention, ça commence à fisronner. Mais oui, effectivement, on est dans une zone géniale. Le bureau, il est incroyable. Donc on a vraiment beaucoup de chance d'être là. On n'observe pas des dauphins, des baleines et autres animaux marins n'importe comment. Le whale watching a parfois ses limites, il peut y avoir des abus. Ici, dans cette embarcation, il y a des règles. On leur fait découvrir, on leur montre, on leur explique la croissance, la migration, les tailles. Voilà, on a beaucoup de choses à leur apprendre et on effectue des approches très respectueuses des cétacés. Nous, on est labellisé, on est une structure labellisée, voilà, qui s'appelle High Quality Whale Watching. Voilà, donc on a été formé pendant plusieurs jours à une bonne pratique, c'est-à-dire limiter une certaine distance d'approche des cétacés, le bruit du moteur, enfin beaucoup de choses. On ne pratique pas la nage aussi, ni le repérage aérien. Voilà, donc on fait vraiment très très attention pour ne pas déranger les animaux. À peine 20 minutes après notre départ, juste en face de Monaco, à environ 8000 de distance, un mur blanc se présente à nous. Cette activité marine est largement visible à l'œil nu. Plus d'une centaine de dauphins se baladent. On les appelle tout simplement des dauphins bleus et blancs. Il en existerait environ 35 000 en Méditerranée. Ce ballet, cette chorégraphie, est tout simplement féerique. L'équipe d'Ushuaïa TV est saisie par ce spectacle naturel. Ils enregistrent une émission qui passera en décembre prochain, un programme qui s'appelle Une vie de bête. L'animateur se plonge en immersion avec les soigneurs animaliers. Il endosse le rôle d'un stagiaire en quelque sorte pour mieux comprendre leur métier. Ce qui m'intéressait pour cette émission, c'était de comprendre comment travaille le musée océanographique, mais également SOS Grand Bleu, sur la protection des mammifères marins, mais pas que, des poissons également et des tortues. Et là, on est sorti en mer pour essayer de trouver des tortues malades et comprendre comment Christophe et Olivier travaillent en récupérant ces tortues pour les amener au musée. Et en fait, ce sont des animaux, donc on ne fait pas n'importe quoi et on ne fait pas ce qu'on veut avec eux. Et du coup, pour l'instant, on n'a pas vu de tortues, mais je sais pas si tu as vu, mais on a quand même vu un banc de dauphins dinguissime. Je sais pas, il devait être une centaine. Et finalement, c'était pas évidemment du tout prévu au scénario de l'émission, mais je vais l'intégrer dans le synopsis et dans le séquencier, parce que cette séquence-là, elle est magique. Magique, c'est le mot devant un tel spectacle. Les vacanciers, bien sûr les locaux, en résumé, tout le monde peut faire du whale watching. C'est une pratique très à la mode. Selon une étude datant de 2012, cette activité contribuerait directement ou indirectement au secteur touristique à hauteur de plus de 2 milliards de dollars au niveau mondial. Antoine et son Papeete 2 proposent des sorties sous forme de demi-journée pour 130 € par personne et 80 € pour les moins de 11 ans. Il y a un intérêt financier certes, mais pas que, il y a un intérêt scientifique également. Ces sorties-là, à nous, opérateurs labellisés, nous permettent de récolter des données. Données comme quoi? Présence des animaux ou absence? Quelle taille? Quelle fréquence? Espèces peut-être peu ou pas référencées? On est amené, parce qu'on sort 6 mois dans l'année, à avoir beaucoup plus de choses que peut-être la communauté scientifique qui va être limitée par une campagne de 2-3 semaines. Donc effectivement, il y a un grand lien entre ces sorties et ce qu'on appelle la science participative, c'est-à-dire créer un réseau d'alerte et d'observation qui nous permettent, à nous formés opérateurs, de transmettre ces données.
Pour finir, et c'est peut-être le plus important, un message de sensibilisation est transmis lors des sorties en mer sur ce bateau. C'est banal, on le sait, mais il faut sans cesse le répéter au vu des océans de déchets que l'on observe régulièrement et qui tuent un grand nombre de mammifères marins ou de tortues. La mer n'est pas une poubelle. Et en cette période de forte chaleur, jetons tout de suite un coup d'œil aux prévisions météo de ces prochains jours. Des prévisions météo sous le signe de la canicule, donc pour ces jours-ci en tout cas. Après avoir atteint les 30 degrés mardi après-midi, les maximales vont les dépasser mercredi avec 31 degrés annoncés, tout comme jeudi. Les minimales sont aussi élevées, le mercure affichera 25 degrés. Des gestes simples peuvent permettre de rendre cette période de forte chaleur un peu plus supportable. Protégez-vous, évitez de rester en plein soleil et de sortir aux heures les plus chaudes, 11h, 17h. Rafraîchissez-vous, buvez et continuez à manger. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien et sollicitez de l'aide si besoin autour de vous. Bonne nouvelle, légère baisse annoncée à partir de vendredi. Elle sera beaucoup plus significative dès samedi. Il faut dire que de nombreux nuages sont prévus. Des orages devraient aussi animer le ciel dimanche. Ce journal touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Monaco Info.